Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey Fortin, coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives de l'Union étudiante du Québec. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à vos questions concernant le logement. Donc, pour ce faire, j'ai la chance d'accueillir avec moi un avocat en droit du logement, soit David Searle. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour répondre aux questions de nos abonnés sur le droit du logement. Je commencerai peut-être par te laisser te présenter, donc peut-être faire un petit portrait là, sur toi. Bon, ben, merci beaucoup, Audrey. Merci à l'UEC de me recevoir. Dans le fond, mon nom, c'est David Searle. Je suis avocat au Centre de justice de proximité Grand Montréal, donc dans la grande famille des centres de justice. Et je suis avocat là-bas depuis 6 ans, où je rencontre le public avec leurs questions de tous les jours, dans différents domaines, achat, travail, mais aussi beaucoup en logement, que j'enseigne des fois. Donc, j'ai enseigné à UQAM, McGill. Et par ailleurs, j'ai un intérêt pour le droit du logement, là, d'où j'ai lancé un site web où je publie des recherches étudiantes en droit du logement pour essayer de faire avancer un peu le droit, notre compréhension du droit par rapport à tous les jugements qui sont rendus. C'est énorme. C'est un gros travail. Wow, super. Ben, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'être avec nous. Là. Je pense que ça va être intéressant là, d'avoir ton expertise sur ce dossier-là puis de pouvoir répondre aux questions des gens par rapport au droit du logement. Fait que je commencerai peut-être juste par une question plus large. Je pense que c'est quand même intéressant de commencer par c'est quoi les différentes responsabilités là, qui incombent à un locataire puis un propriétaire là, par rapport au logement? Oui, tout à fait. Donc, une façon que j'aime l'aborder, vraiment, le droit du logement, c'est fondé au Québec sur une règle vraiment fondamentale, c'est-à-dire le locataire doit payer le loyer et le locataire a le droit de rester. Donc, ce sont les deux règles de base qui font en sorte que si jamais on se départit de ces règles-là, on doit se poser des questions. Est-ce que je suis en train de faire face à une exception et d'aller chercher de l'information? Parce que en autant qu'on paye, un locataire a le droit de rester. Il y a des exceptions, mais elles sont rares et elles sont fortement encadrées. Donc ça, c'est vraiment le droit du logement en 1 minute. C'est une bonne base. Oui, c'est ça. Si vous retenez une chose, ça pourrait juste être ça. Super. Puis au niveau du propriétaire, est-ce qu'ils ont certaines responsabilités qui est comme plus propre à eux? Oui, tout à fait. Donc, inclus dans le fond à cette règle-là, ça veut dire que le propriétaire doit fournir un logement dans lequel on peut habiter et de l'entretenir, le maintenir dans cet état-là, les petites réparations revenant au locataire, mais on doit s'assurer que le logement puisse être habité. Super. On rentrerait tout de suite dans le vif du sujet. Dans le fond, on a demandé là, à nos abonnés de nous écrire leurs différentes questions qui concernent le logement. Donc, j'ai comme séparé selon différentes thématiques. Donc, je commencerai par l'augmentation des loyers. Tout d'abord, on le sait qu'il y a eu un pourcentage d'augmentation de loyer qui a été suggéré par le tribunal administratif du logement de 5,9 %. Est-ce qu'un propriétaire pourrait décider d'augmenter plus que cette augmentation-là suggérée? S'il y a une chose qui est compliquée en droit du logement, c'est bien l'augmentation du loyer. Ouais. Et particulièrement quand le tribunal, à chaque année, il sort un chiffre. Mm-hmm. Puis en fait, ce chiffre-là, il est bâti à partir de l'indice de la consommation. Donc, c'est de l'inflation. Et c'est pas tant un montant suggéré, mais une moyenne qui pourrait être imaginée à partir de plusieurs cas. Bref. Donc, ça, c'est première parenthèse. Le 5,9 %, c'est une moyenne qui pourrait se voir pour des logements non chauffés. Bon, okay. C'est un peu plate, mais ça, c'est le premier contexte. Mais ensuite, plus concrètement, un propriétaire pourrait en théorie demander moins ou plus, mais nécessairement, ça va être plus là, dans la vraie vie, mais pas toujours. Mais ça peut demander plus un propriétaire quand il y a, par exemple, des dépenses qui ne sont pas nécessairement dans la moyenne. Donc, on peut penser les deux dépenses les plus importantes, souvent qu'on va voir, ça va être les hausses des assurances. Donc là, les assurances avec les changements climatiques monte et monte et monte. Donc, ça va faire en sorte qu'on va sûrement avoir plus que 5,9 %. Ça va faire mal en maudit. Ça va être terrible. Et l'autre, c'est les taxes municipales qui peuvent augmenter. Ça, on les voit moins augmenter de ces derniers temps, mais bon.
Et l'autre facteur qui n'est pas ces deux-là, ça dépend, là, mais si dans votre immeuble, il y a des gros travaux, fondations, briques, fenêtres, etc., ben, il y a une approche où on va amortiser ça. Là. Donc, on a droit à, je ne sais pas le pourcentage pour cette année, mais on prend un pourcentage de cette dépense-là pour l'année d'avant. Puis on regarde l'année d'avant. Bref. Donc, c'est un peu compliqué, l'augmentation de loyer. Mais il y a des choses qu'on peut retenir, oui. Bien, dans le fond, un propriétaire pourrait quand même aller au-delà du 5,9 puis réponse ça soit courte, correct. absolument. OK. Absolument. Maintenant, tu sais, un étudiant, un locataire a intérêt à négocier et à remettre les pendules à l'heure, si possible, autant que possible. Puis justement, mettons, un locataire, est-ce qu'il peut demander une certaine grille pour mieux comprendre les sources de pourquoi est-ce que je me fais augmenter mon loyer de 7 pour dire quelque chose? Là? Exactement. Donc, dans le fond, un locataire est en droit ou une locataire est en droit de demander quand ils reçoivent l'augmentation de loyer, d'obtenir le calcul. Parce que, comme je viens de dire, c'est propre à chaque logement, le montant spécifique qu'on peut obtenir en augmentation. Donc, on peut demander et espérer obtenir le calcul qui fonde cette augmentation. Puis, on le voit de plus en plus, les propriétaires qui le fournissent même quand ils envoient l'avis d'augmentation. Parce que, bien, il y a des règles techniques, mais essentiellement, s'ils doivent aller jusqu'au bout puis demander l'augmentation, ils ont besoin de prouver qu'ils ont envoyé le calcul pour pouvoir obtenir en plus les frais de 84 $ pour l'ouverture de leur demande. OK. Donc, oui, on est en droit de demander le calcul. Maintenant, c'est vraiment un exercice de comptabilité, donc on n'a pas le droit aux données, les factures, jusqu'à temps qu'on se rende à procès. OK. Donc, il y a un petit peu... Tu sais, l'affaire avec l'augmentation de loyer, il y a comme deux pouvoirs qui s'opposent. D'une part, il y a les propriétaires qui ont le pouvoir de l'information. Ils savent c'est quoi qu'ils ont dépensé, puis c'est pas vraiment accessible aux locataires tant qu'ils n'aillent pas à procès. Mais de l'autre côté, les locataires, le pouvoir qu'ils ont, c'est de dire non, et le fardeau revient à ce moment-là au propriétaire d'ouvrir la demande. Donc, personne aime aller en cours. Donc, il y a quand même moyen de moyenner pour que un évite un procès, l'autre évite une augmentation salée et d'essayer d'arriver à entente. Oui, une bonne entente pour tout le monde. Là, exactement. OK. Mais on navigue un peu dans le noir. Oui, bien c'est ça, je comprends. Dans le sens que c'est comme vraiment du cas par cas, mais que, en fait, si jamais ça vient qu'à être hyper élevé comme augmentation, il y a quand même des mesures qui peuvent être prises pour s'assurer que cette augmentation-là soit valide puis qu'il n'y ait pas nécessairement... Oui, puis spécifiquement, si jamais tu sais, si mon propriétaire m'envoie une augmentation de 10-12 puis on n'est pas en mesure d'arriver à plus bas en négociation, bien, j'ai pas grand-chose à perdre, à refuser. Là. Tu sais, je dis non. Au pire, ils vont ouvrir une demande, puis rendu devant ce qu'on appelle un greffier spécial du tribunal administratif du logement. Donc, dans un an, on sera entendu. Le propriétaire aura à montrer ses données qui justifient son calcul. Puis soit il l'aura, soit il l'aura pas. Puis au pire des cas, je paierai un 80 $ de plus. Donc, je ne perds pas grand-chose à refuser, sauf un peu les bons rapports avec le propriétaire. Oui. Puis si je peux m'ajouter une autre chose, tu sais, les auditeurs là, ont beaucoup en tant qu'étudiants, vous êtes éduqués, vous avez des capacités de parler, à faire valoir vos idées. Bien, vous êtes vraiment gagnant dans ce processus-là parce que c'est le moment d'utiliser vos talents de communication pour expliquer pourquoi vous voulez moins d'augmentation. Oui, puis je veux dire, c'est quand même des bonnes raisons dans le sens, ben, je veux pas payer trop cher mon loyer pour pouvoir payer mes droits de scolarité ou pour pouvoir m'alimenter. Fait que... Tout à fait, oui. OK, super. Une autre question qu'on avait, c'est peut-être une question un petit peu plus large, mais c'est quoi, en fait, le tribunal administratif du logement? C'est quoi qu'ils font? C'est quoi le processus? Je te laisserai peut-être répondre sur ça. Oui, merci. Donc, le tribunal administratif du logement a un énorme mandat au Québec. Ils ont reçu dans la dernière année 90 000 demandes de justice. Ah oui, OK. Presque la moitié en non-paiement de loyer. Donc, ils ont le mandat de trancher les différends entre locataires et propriétaires en ce qui concerne un bail de logement. Donc, tu sais, exception, là, admettons qu'un locataire ou un propriétaire s'attaque au couteau, là, je ne le souhaite pas, là, mais admettons, ça ne sera pas au tribunal administratif du logement que ça sera entendu parce que ce n'est pas du contrat du logement. Mais, veux pas, les règles de non-paiement, les règles de problèmes dans le logement, tout ça sera tranché au tribunal administratif du logement. Donc, ils entendent une grande variété de causes et c'est des juges qu'on appelle administratifs,
85% des gens qui se rendent là ne sont pas représentés par avocat. Donc, c'est un processus conçu pour être informel. Il y a des formulaires. Sur notre site justicedeproximité.qc.ca, où je travaille, là, le centre de justice, on a un TAL en 12 étapes, le tribunal administratif du logement en 12 étapes. Donc, le TAL en 12 étapes, comment ouvrir une demande en 12 étapes et être entendu par un juge. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Ben, c'est le fun que vous ayez des ressources parce que, tu sais, des fois, justement, ça peut être le genre d'élément qui était comme « OK, mais je veux porter plainte, mais comment est-ce que je fais pour porter plainte? » Puis si je me trompe pas, je crois que c'est une question aussi qu'on avait reçue. Fait qu'on aura la chance d'en reparler. Une autre question qu'on avait, c'est plus une question témoignage, mais c'est en gros, mon augmentation de loyer est supérieure au pourcentage recommandé par le TAL. Après l'avoir expliqué à mon propriétaire, il a répondu « Tu payes ou tu quittes. » C'est quoi le recours que la personne pourra avoir? Bien, en fait, ça revient à ce qu'on a dit au départ. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est que si tu n'es pas d'accord avec l'augmentation, c'est de remettre dans le mois, de s'assurer que le propriétaire reçoive votre refus d'augmentation de loyer. Donc, l'envoyer par courrier recommandé avec preuve de réception. On paye 10-12 $ à Poste Canada pour faire ça, ou encore un autre système de messagerie, ou encore un huissier si le propriétaire ne veut pas obtenir une copie. Et si on a cette preuve-là, à ce moment-là, c'est au propriétaire d'entamer ces démarches, mais ces démarches sont strictement pour faire augmenter le loyer, ce ne sont pas pour faire quitter le locataire. Sauf exception. Tu sais, il y a toujours des exceptions en droit, là, mais une exception, c'est j'ai aménagé un nouveau bâtiment dans les 5 dernières années, puis dans mon bail, c'est écrit, je tombe dans cette catégorie-là. Mais c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup qui se construit au Québec. Donc, ça ne devrait pas arriver. D'où la crise du logement. Voilà. Bon. Super. Une autre question qu'on avait, c'est par rapport à la clause G. Donc, peut-être expliquer un peu c'est quoi cette clause-là. Ça se retrouve sur quoi, en fait? Là? Oui, tout à fait. Donc, la clause G, c'est dans le bail du logement, les propriétaires ont l'obligation d'indiquer c'est quoi le loyer plus bas payé dans les 12 derniers mois quand on propose le logement à un nouveau locataire. Et on a vu que les propriétaires ne le remplissent tout simplement pas parce que la pratique, c'est d'augmenter de beaucoup le loyer entre locataires. Donc, les nouveaux locataires ont un recours fort difficile à monter là, pour revendiquer que leur loyer soit en fait... Donc, admettons que je signe un loyer à 2 000 $ qui était en fait 1 200 pour l'ancien locataire. Je pourrais ouvrir une demande au tribunal dans un délai de 10 jours à 2 mois, dépendamment des événements, là, pour qu'on ramène mon loyer plus bas. Donc, il faut que j'agisse excessivement rapidement. Il faut que je prouve c'était quoi l'ancien loyer et il faudra également... ces deux éléments-là, et il faudra que je vive avec une relation assez désagréable avec mon propriétaire. D'où la raison que Vivre en ville et parmi d'autres milite pour un registre des loyers. À l'instant, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait ça, là, qui pourrait normaliser la chose, et je trouve que c'est une bonne idée, là. Oui, bien vraiment, mais tu sais, dans le fond, c'était une de mes questions aussi, là, mais tu sais, comment est-ce qu'une personne peut aller prouver que, tu sais, son loyer était inférieur dans l'année précédente? Tu sais, j'imagine aussi que tout ce qui est contacté, l'ancien propriétaire, l'ancien locataire, ça peut être compliqué aussi à ce niveau-là, fait que... C'est ça. Donc, une chose qui est arrivée, donc tout le monde a entendu parler du projet de loi 31, là, où on a aboli la cession de bail, mais on a également vu un changement qui est à l'effet qu'un propriétaire qui sciemment met l'information fausse ou ne remet pas cette information-là sur l'ancien loyer payé pourrait être poursuivi en dommages punitifs. Donc, c'est un recours supplémentaire qui se présente au locataire. On voit une pression de plus qui se met sur les propriétaires de dénoncer cette information-là pour que au moins ça risque, on ne le sait pas, on n'a pas beaucoup de données, là, mais ça risque de normaliser un peu plus les discussions. Ben attends, l'ancien locataire payait 1 200, moi je suis supposé de payer 2 000, pourquoi? Mm-hmm. Et ça contribue beaucoup à la hausse inflationniste des loyers. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est important aussi de se poser ce genre de questions-là parce que, tu sais, justement, il y a un article qui est sorti récemment où une personne a été capable de sauver quand même 600 $ sur son loyer parce que, justement, à cause des registres de loyer et tout ça. Donc là, on rentre dans la section la responsabilité de qui? Donc, entre le locataire et le propriétaire. Puis la première question qu'on a, en fait, c'est un témoignage. Donc, c'est une personne qui nous mentionne que le four est inclus dans son appartement, mais il est brisé depuis 1 mois. J'attends toujours que mon propriétaire vienne le réparer. Est-ce que je peux demander une déduction de loyer? Oui, super question. Je veux dire,
En fait, la réponse, c'est oui, mais. Bon. Donc, quand on a un problème avec le logement, que ce soit le four fourni par le propriétaire, que ce soit une fenêtre dans la chambre, l'air climatisé, la porte d'avant qui est défoncée, des punaises de lit, la liste est longue, là. Il y a différentes démarches à faire. En fait, il y a 6 étapes. Premièrement, on communique avec le propriétaire. On fait un suivi par écrit. Merci d'avoir pris le temps et de vous être engagé de faire X. Bon. Deuxième étape, c'est une fois que ça ne marche pas, là, admettons qu'on n'est pas satisfait, on envoie une mise en demeure. Okay. C'est une lettre dans laquelle on dit « Vous devez corriger la situation, sinon je me réserve le droit de vous poursuivre pour telle chose. » Troisième étape, c'est que on garde des preuves de ce qu'on avance et on communique le tout à notre municipalité parce qu'il peut avoir des services d'inspection. Donc, ça peut mener à un constat d'infraction comme un ticket de stationnement. Donc, ça peut être une façon un peu rapide, simple à faire avancer les choses. Et finalement, si ça n'avance toujours pas, ouvrir une demande au tribunal pour obtenir justement une diminution de loyer, une correction ordonnée par le tribunal du problème. Et je dois aussi avancer que ce genre de litige-là, normalement, il est entendu en 2 ou 3 mois par le tribunal de l'ouverture. Donc, il y a des fausses idées là, qui circulent que c'est tellement long, mais en fait, pour des choses comme ça, c'est 2-3 mois. Puis est-ce qu'on se laisse, mettons, un certain laps de temps où le propriétaire répond puis commence à faire des démarches pour réparer les différents matériels ou ça peut être, mettons, quelques semaines puis après ça, on peut embarquer dans ce processus-là ou c'est ça, mettons, on se laisse un peu plus de temps aussi? Tout est du cas par cas. Donc, il suffit d'utiliser le gros bon sens. Dans la mise en demeure en tant que telle, il faut laisser un délai raisonnable pour corriger la situation qui est variable. Donc, par exemple, si je crains pour ma sécurité parce que la porte est défoncée, etc., bien, je pourrais mettre un délai beaucoup plus court que si j'ai un four qui fonctionne. Four, c'est un petit peu inquiétant, une là, fenêtre de four, une mettons, fenêtre là, qui devrait être remplacée, mais qui fonctionne pour l'instant, là, on pourrait donner un peu plus de temps. OK, super. Puis une autre question qu'on avait par rapport à ça, c'est au niveau des dépenses d'un appartement. Est-ce que, mettons, les ampoules, est-ce que les détecteurs de fumée, tout ça, est-ce que c'est à nous, en tant que locataire, de débourser pour avoir accès ou c'est déjà inclus implicitement là, dans le bail, dans l'appartement, puis c'est plus le propriétaire qui doit faire ces achats-là? Oui, donc dans le fond, c'est prévu à même le Code civil que les réparations doivent être faites par le propriétaire, sauf en ce qui concerne les petites réparations, l'entretien. Donc, remplacer des ampoules, repeinturer, ça revient au locataire. Mais ou encore remplacer les batteries dans un extincteur, pas un extincteur, mais un détecteur de fumée. Mais si on doit installer un détecteur, mais là, on s'attend à ce que ce soit le propriétaire qui l'installe. C'est-à-dire, s'il y a un système qui n'est pas en place, là, ça revient au propriétaire. S'il y a la plomberie à retravailler, ça revient au propriétaire. C'est un peu une question d'ordre de grandeur. Okay. Ça peut varier. Mais admettons que je bouche mon drain parce que j'ai été négligent. Bien, ça va me revenir de le remplacer. Mais si le drain il est fatigué puis il a besoin d'être réparé, la plomberie, typiquement, c'est au propriétaire de le travailler. D'accord. À ses frais, en tout cas. Oui, je comprends. Super. Un autre témoignage qu'on avait, ça vient un peu, je pense, dans la même lignée. Mais si, par exemple, là, je laisse mon robinet ouvert ou bien que ma machine à laver est brisée, puis qu'il vient qu'à avoir des dommages dans l'appartement, c'est qui est responsable de payer? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le propriétaire? Oui. Donc, c'est des choses qu'on voit. Donc, de prime abord, en tant que locataire, c'est important de dire, un petit pensez-y bien, là, quand vous aménagez dans un appartement, c'est une bonne idée de prendre des photos avant pour voir, OK, c'était quoi l'état? Parce qu'en fait, vous êtes tenu à le remettre dans le même état, sauf vieillissement normal. OK. Donc, s'il y avait un gros trou dans le mur, vous ne voudrez pas en être responsable quand vous quitterez. En revanche, s'il y a un gros trou quand vous quittez qui n'était pas là, vous pourrez poursuivre pour la réparation. Et oui, donc si vous êtes, si vos biens ou si vous êtes négligent puis vous causez des problèmes, vous en serez tenu responsable. Ça peut aussi mener à d'autres enjeux comme la fin de votre bail. OK. Puis c'est aussi un pensez-y bien pour des fois, par exemple, une laveuse, là, ça peut causer des gros dégâts. Donc, ça peut être intéressant, si ce n'est pas déjà le cas, avoir une assurance habitation pour éviter d'être tenu personnellement responsable de commencer sa vie avec une faillite. Oui. Ou s'il y a un feu aussi ou quelconque, là, c'est important d'avoir une assurance. Oui, un feu, c'est des règles un peu particulières, mais disons oui. Exactement. OK.
Super. Un autre témoignage qu'on avait, c'est une personne à mobilité réduite et son propriétaire ne veut pas adapter son appartement. Est-ce qu'elle a des recours quelconques? D'une part, il y a des subventions pour payer pour de telles choses pour le propriétaire. Donc, ça peut être une façon, on peut les amener à l'attention du propriétaire, aller se référer à la Société d'habitation du Québec pour aller chercher de telles subventions. L'autre chose, c'est que s'il y a des... si, de prime abord, le logement est acceptable pour la personne avec son handicap quelconque, mais que depuis un certain temps, une pratique quelconque, le manque de déneigement, par exemple, limite sa capacité, là, on pourrait voir une intervention du tribunal pour pour s'assurer que le propriétaire continue à assurer la jouissance du logement, qu'on ne force pas le départ. Aussi, oui, la sécurité, pour ne pas forcer le départ indirectement du locataire. Une autre question qu'on avait aussi, c'est, je pense que c'est quand même une question que tout le monde finit par se poser, mais est-ce qu'un propriétaire peut venir reprendre ton appartement? Oui, bien, en fait, c'est très encadré parce qu'à la base, on se rappelle que c'est une exception de forcer le départ d'un locataire. Donc, il y a plusieurs règles. Donc, ce qu'on appelle la reprise du logement est possible. Mais il faut rencontrer des règles. Par exemple, ça doit être pour le propriétaire ou pour un parent au premier degré ou un enfant au premier degré, ou encore quelqu'un qui est un soutien, pour qui il agit comme soutien vraiment important dans sa vie. Mais encore, il faut aussi il faut aussi identifier c'est qui le propriétaire. Tu sais, si c'est 3 frères, ils ne pourront pas faire une reprise. Si c'est une compagnie, elle ne pourra pas faire une reprise. Donc, il y a beaucoup de règles qui limitent, mais il reste qu'on voit beaucoup plus de reprises qu'avant parce que je crois qu'en grande partie, c'est que les propriétaires et leurs familles sont également frappés par la crise du logement. Ouais. Ils se cherchent des logements et bon, ils vont investir leur propre bloc. Donc, c'est une réalité. Donc, bref, si on reçoit un avis de reprise, il faut aller s'informer pour s'assurer est-ce que tout est fait dans l'ordre, est-ce que c'est à quoi j'ai droit comme compensation. Et c'est plutôt limité. OK. Donc, l'autre section, c'est au niveau de la colocation. Donc, c'est une personne qui nous écrit « Si mon colocataire ne paie pas son loyer ou qu'il fait des bris dans l'appartement, quel est mon niveau de responsabilité? Si, par exemple, il ne respecte pas les lois de l'immeuble, est-ce qu'il peut se faire expulser? Si son colocataire fait des parties, est-ce qu'il peut être expulsé encore une fois et être responsable? » Oui, c'est une super bonne question. Je veux dire, la colocation, elle est en hausse fulgurante. Là. On n'a pas de mesures là-dessus. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on ait plus de mesures en logement, mais on n'en a pas particulièrement. Mais, premièrement, il faut regarder c'est qui est sur le bail. Donc, si, par exemple, je suis locataire et je loue des chambres dans mon logement, bien, je pourrais être tenu responsable pour des gens qui viennent vivre chez moi parce que, ultimement, c'est moi qui est responsable de la conduite du monde qui vit dans mon appartement que je loue. Ça, c'est de 1. De 2, admettons qu'il y a plus qu'une personne sur le bail. À ce moment-là, il faut regarder par rapport au loyer. C'est dans la partie des signatures, est-ce qu'on a coché qu'on est solidairement responsable ou pas? Parce que si on est solidairement responsable, ça veut dire que le propriétaire peut tenir tous chacun responsable d'une dette d'un individu. Okay. Donc, si un colocataire ne paye pas sa partie, bien, les autres doivent trouver les sous ou sinon trouver un arrangement avec le propriétaire parce qu'ils se sont engagés à payer entièrement. OK. Et par après, ils pourront se retourner contre le colocataire, mais bonne chance de retrouver ton argent. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, s'ils sont tous les deux sur le bail et il y en a un qui agit plus ou moins bien, ça se peut que le propriétaire agit contre un ou tous. Ça va vraiment dépendre du cas par cas. Et ça va être un litige qui va impliquer tout le monde à ce moment-là. Oui, puis là, on parle plus de paiement, mais tu sais, mettons, si jamais c'est quelqu'un qui fait un bris dans un appartement, tu sais, j'imagine que c'est comme plus difficile de trouver une preuve autre que comme, la personne n'a pas payé, là. Fait que j'imagine que c'est plus difficile à trouver un coupable. Là. Oui, tout à fait. Puis des fois, il y a des cas par cas, peut-être des vidéos dans le corridor, bref. Donc, ça va être... c'est un endroit où on gagnerait d'avoir plus de clarté dans les règles. Oui, parce que ça me semble pas très clair. Non. Je veux dire, c'est beaucoup du cas par cas. Puis en même temps, dans un sens, c'est quand même correct aussi parce que tu veux laisser une chance à la personne de pouvoir s'en sortir et tout. Mais ça peut être assez difficile à distinguer c'est qui est locataire, colocataire, sous-locataire, autre.
ça devient très gris très rapidement. C'est beaucoup de technicalité. Ouais. Fait que la prochaine section, c'est au niveau de l'état du logement. Fait que la question qu'on avait reçue, c'est dans quel état je dois laisser mon appartement quand j'arrive? En fait, dans quel état un appartement doit être quand tu arrives dans l'appartement? Puis comment est-ce qu'il doit être quand tu le quittes? Ça, c'est vraiment très difficile. Aménager un logement en mauvais état. La situation est très délicate pour les locataires qui aménagent parce qu'ils ont loué un camion, ils n'ont pas un deuxième logement qui leur attend. Et encore une fois, la règle de base, payer, rester. Mm-hmm. Donc, si on paye, c'est-à-dire si on prend cette règle-là, l'inverse, c'est aussi que le tribunal, parce que ultimement, s'il y a conflit, c'est là que ça va finir, là, le tribunal est très réticent à reconnaître un droit de mettre fin au bail. Okay. Donc, il faut vraiment avoir un cas assez sévère pour que le tribunal dise « Oui, vous aviez eu droit de vous libérer de cette obligation-là. » Donc, autant que le locataire a droit de rester, autant qu'il doit rester tant qu'il n'y a pas des gros problèmes. Donc, en fait, il y a 2 critères pour comme remettre les clés quand on arrive puis on ne trouve ça pas en bon état. Ouais. C'est soit qu'on est dans un logement qui n'est juste carrément pas habitable ou encore qu'on a une accumulation qui justifierait que ça nous cause un préjudice sérieux. Mais la préférence du tribunal, c'est qu'un locataire aménage et réclame les corrections. OK. C'est sûr, chaque cas est un cas par cas. C'est très difficile parce que les décisions doivent se prendre sur le champ. Là, ouais. Ce sont des décisions difficiles à prendre. Sur Justice décodée, on a un article justement sur l'analyse du droit en question d'aménager un logement qui n'est pas dans un état adéquat. Maintenant, quand on part, on est tenu de le remettre dans l'état qu'on l'a trouvé, sauf usure normale. Mm-hmm. Donc, un petit peu plus d'égratignures sur le plancher, on ne va pas vous en tenir rigueur, sauf si c'est des grosses marques des grosses marques de chiens qui n'étaient clairement pas là puis qui vont nécessiter un remplacement du plancher. Bien là, ça peut coûter très cher. Puis c'est aller chercher des conseils juridiques à ce moment-là. Parfait. Puis j'imagine aussi tout ce qui est la peinture, mais tu sais, de remettre les murs comme qu'ils étaient. On en a parlé tantôt, là, si jamais vient qu'il y a avoir un trou dans le mur, comme de le reboucher. Exactement. OK, super. Puis admettons qu'on se dit que tu arrives dans un nouvel appartement, puis là, c'est vraiment insalubre. Tu sais, justement, moisissure, insectes. Tu sais, là, j'imagine que c'est là que tu vas faire ta demande au tribunal pour que, comme, il y ait une certaine procédure qui soit enclenchée par la suite. Bien, c'est ça. Donc, si c'est vraiment problématique comme situation, il faudrait s'informer, possiblement ne jamais aménager. Mais comme je vous dis, la conséquence possible, c'est qu'on vous poursuive pour non-paiement de loyer. Et dommage. On ne pourra pas vous obtenir toute une année de loyer, mais ça sera quand même assez... on le voit, c'est pas très cool quand ça arrive si on est locataire dans cette situation-là. Donc, il faut y aller avec vraiment beaucoup d'attention. Il y a cet article que je vous recommande encore. Puis sinon, on peut aménager puis exiger des demandes. Il y a toujours des exceptions, par remarque. J'ai déjà aidé quelqu'un qui connaissait l'ancien locataire. Par après, il a réalisé qu'il le connaissait. Puis on lui a dit, bien, en fait, il y avait des punaises. Puis toi, quand tu as aménagé, ils étaient toujours en traitement. Donc, on lui avait menti. Donc là, lui, il était capable de dire, bien là, vous m'aviez menti sur une chose de base. Et il a pu s'en sortir. Mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Une autre question qu'on avait reçue, c'est est-ce que je peux faire une cessation de bail? Oui, OK. Donc, transférer un bail ou céder son bail ou une cession de bail. Encore une fois, on a parlé de projet de loi 31. Donc, on entend un peu des choses un peu inexactes là-dessus. C'est toujours possible de faire une cession de bail. OK? C'est pas autant libre qu'avant. Avant, on pouvait proposer un nouveau candidat pour nous remplacer qui allait avoir le même loyer. Puis le propriétaire pouvait seulement refuser face à un motif sérieux comme le candidat n'est pas en mesure de payer ou met le feu à des logements dans son autre vie. Là. Mais dans la nouvelle, ce qui existe depuis le 21 février 2024, c'est que quand je propose un locataire pour me remplacer, le propriétaire peut dire « bien, je le reçois, malgré que c'est un bon candidat ou je refuse. À ce moment-là, moi, le locataire actuel, je suis libéré de mes obligations. » Inversement, le propriétaire peut dire « OK, pas de problème », puis il y aurait cession de bail.
OK. J'imagine que ça dépend du propriétaire, en fait. Ça dépend du propriétaire, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et de la candidate qui se propose. C'est ça. Donc, oui, je pourrais continuer là-dessus, mais je pense que c'est possible. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut. On fera un autre Oui, balado c'est ça, là-dessus. plus tard. Parfait. Un autre témoignage qu'on avait reçu, c'est une personne qui mentionne qu'on voit souvent des histoires de mois gratuits dans les annonces de location d'appartements. Puis, en fait, même si une de nos abonnés nous a fait part que dans son blog, certains appartements recevaient des mois gratuits et d'autres non, globalement, en quoi est-ce que ce phénomène de mois gratuits? Est-ce que c'est légal? Est-ce que, en fait, une personne peut y avoir accès? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est juste un scam, puis finalement... Oui, honnêtement, c'est une question qui m'était posée il n'y a pas si longtemps, puis j'ai remis une étudiante, Lisa, à notre centre. On dépend beaucoup de nos étudiants parce qu'on a du volume, on a besoin de répondre à beaucoup de questions. Puis justement, celle-là, j'étais comme, c'est une méchante bonne question. Et en fait, ce qu'elle a retrouvé, ce que j'ai pu valider aussi, là, c'est que c'est légal. Tu sais, ça reste c'est possible de proposer, par exemple, 2 mois gratuits, puis même échelonner ça sur toute une année pour que ça soit 50 $ de moins par mois et que ça se termine avec cette première année-là. Les tribunaux, le tribunal administratif du logement a déjà dit, par exemple, à l'année suivante, ben non, désolé, locataire, on ne va pas continuer ce rabais-là. C'était pour une année. C'est légal. Par contre, là où il y a exception, puis c'est bon à le savoir, tant que pour les locataires que les propriétaires, c'est que cette promotion-là devient permanente si elle est rattachée à des conditions punitives. Donc, je te donne un rabais en autant que tu payes ton loyer à temps. OK. Donc ça, c'est considéré punitif et les tribunaux ont tendance, il n'y a pas de garantie là, dans la vie, mais ont tendance à ne pas tenir, à tenir le propriétaire à ce rabais et à enlever la punition pour les locataires. Donc, par exemple, le 200 $ par mois pour paiement à temps, bien ça, le 200 $ par mois va rester, mais pas la pénalité. OK. Donc, c'est assez nuancé, mais règle générale, si c'est un pur rabais, c'est valide, puis ça dure une année. Puis j'imagine qu'il faut quand même que ça soit écrit dans le bail. Oui, absolument. De base. Oui, Okay. oui, tout à fait. Parfait. Fait que là, on rentrerait dans la section plainte. Oui, OK. En fait, il y a une personne qui nous a demandé comment déposer une plainte, en fait, une demande là, au TAL, au tribunal administratif du logement. Oui, super. Donc, justement, sur notre site web de justicedeproximité.qc.ca, dans la section Grand Montréal, vous avez le TAL en 12 étapes. C'est un 12 étapes sur un Canva interactif. Je suis devenu fan d'une couple d'années de Canva. Et on y voit. Donc, 12 étapes. 1, s'informer. 2, essayer de s'entendre. 3, c'est d'envoyer une mise en demeure ou des fois un avis. Mais pour les locataires, c'est surtout une mise en demeure là, dans laquelle on dit, bien, faites ceci, sinon. Et 4, ça sera d'ouvrir une demande avec un formulaire. Le formulaire y est lié dans la trousse. Là, pour les locataires, c'est la demande générale. Pour les propriétaires, il y a différents types de formulaires qui sont déjà assez prémontés. Donc, dans la demande générale, on identifie l'autre partie, puis on dit c'est quoi qu'on veut et pourquoi. Bon. Okay. Ensuite, il faut remettre ça au tribunal. On peut faire ça en ligne, payer les frais d'environ 80 quelques $. Et envoyer une copie à l'autre partie, envoyer un autre document administratif en accompagnement, remettre une preuve que ça a été remis au tribunal et attendre sa date de procès, constituer son dossier de cours, pourquoi pas assister à notre séance d'information le 3e lundi de chaque mois des centres de justice sur Zoom à 18h. Mais bref, je suis certain que vous n'avez pas tout suivi, là, mais vous pouvez revenir voir les 12 étapes. Parfait. Puis le temps que ça peut prendre, est-ce que c'est hyper long? Parce que, je veux dire, quand tu rentres dans ce processus-là, j'imagine que vu que c'est un processus plus légal, plus administratif, ça doit quand même être... Bien, en fait, c'est ça la beauté du TAL. Je veux dire, ce sont le tribunal administratif du logement, là, c'est 180 quelques individus qui travaillent d'arrache-pied pour rendre des jugements dans 90 000 demandes de l'année dernière. Là. Ils travaillent fort. J'imagine. Et ils ont des priorités. Donc, les dossiers prioritaires sont vraiment... ceux qui sont entendus les plus vite, là, on parle de 1 à 3 mois, là, c'est non-paiement de loyer, c'est correction d'un problème dans le logement, c'est valider une session de bail,
Donc, ce type de causes-là sont attendues dans 1 à 3 mois de l'ouverture, sauf exception, on se comprend. Mais il y a d'autres qui sont plus longues. Donc, par exemple, si on me doit de l'argent, ben là, ça, en fonction du bail, mais ce n'est pas du loyer nécessairement, ça pourrait être 1 année ou plus. Les fixations de loyer, c'est assez long. OK. Ouais. OK. Puis une autre question qu'on avait, c'est justement une personne qui craint de faire une plainte totale parce que, tu sais, veut pas, ça peut venir affecter sa relation avec son propriétaire. Est-ce qu'il y a certaines préoccupations qui sont faites pour justement éviter qu'il y ait des représailles qui soient mises de l'avant là, pour la personne? Oui, super bonne question. Donc, dans le fond, les litiges au Québec sont publics. Okay. Donc, une demande faite, une demande contre nous, ça reste public. Donc, il reste que quand on cherchera un appartement dans le futur, très probablement, mais pas nécessairement, notre prochaine propriétaire va vérifier est-ce que j'ai déjà un dossier et va évaluer si le dossier... Bien, certains vont évaluer, d'autres non, si le type de dossier porte à inquiéter ou non. Sinon, donc, on ne peut pas vraiment empêcher cette publicité-là. On peut éviter un litige en s'entendant à l'amiable. On peut aussi avoir en tête que c'est illégal de... admettons que je suis locataire, que je fais une demande pour corriger des problèmes dans mon logement. C'est illégal par la suite de me refuser un appartement parce que j'ai fait de telles démarches. Mais maintenant, de le savoir, c'est pas évident de noter ça. Donc, oui, c'est quelque chose à... C'est un pensez-y bien. Super. Ben, ça serait déjà la fin de l'épisode. Je sais pas si tu as peut-être un petit mot de la fin à dire ou s'il y a des choses que tu veux peut-être plugger aussi avec... Oui, bien super. En fait, je dirais, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent dans le domaine. Peut-être j'aurais différents points à amener. Là. Par exemple, si on cherche plus d'informations, on peut aller vers, par exemple, educalois.qc.ca. Donc, c'est un site web avec de l'information pour le public. C'est fait pour être accessible. Le site web du tribunal administratif du logement lui-même. Il y a beaucoup d'informations. Des fois, c'est un peu difficile à s'y retrouver, mais il suffit de faire une bonne recherche Google. On peut tomber sur la page qui nous intéresse. Il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans le domaine. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal, vous pouvez appeler le 211 pour savoir c'est quoi l'organisme dans votre secteur. Il y a des comités logement, bien sûr, qui peuvent aider, par exemple, dans la rédaction d'une mise en demeure. Il y a des cliniques juridiques, il y a des centres de justice. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent aider à comprendre. Il y a aussi de l'aide juridique qui peuvent représenter si... Donc, ça, c'est des avocats payés par l'État qui peuvent porter une cause de locataire qui risque de perdre son logement ou qui, bon, le contexte de vie est très difficile dans son logement. Si on est financièrement admissible, ce qui est possible dans différents moments de notre vie, donc quand on est aux études. Donc ça peut être une porte à aller cogner aussi. Ça fait le tour d'où on les peut chercher plus d'informations. Puis faites attention aux réflexes qu'on développe tout seul parce que notre bar ou en parlant à nos amis, parce que c'est pas toujours, ou c'est rarement juste. Là. La bonne information. Ouais. Super. Puis j'en profiterai aussi pour dire que nous, l'UEC, on a aussi différentes trousses là, pour vous accompagner dans tout ça. Donc, allez voir notre site Internet. Puis aussi, je ferai peut-être un petit peu de pouce avec le registre des loyers aussi, comme quoi c'est important d'aller remplir les informations. Donc, merci beaucoup, là, David, pour ta participation. Là, ça a été vraiment le fun. On a été capable de répondre à toutes les questions que les gens nous ont envoyées. Donc, c'était parfait. Ben, merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup à la maison de nous avoir écoutés. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le fait, à aller écouter les 2 derniers épisodes qui portent sur le logement. Également, je vous invite à aller vous abonner aux différentes plateformes de balado-diffusion et également à rester à l'affût pour connaître les prochaines thématiques qui vont sortir pour le balado UEC en ondes. Bonne fin de journée tout le monde! C'est correct, mes cheveux, c'est bizarre? Je regarde en attente. Une séance de Zumba improvisée, c'est faire. Et à vous continuer.